Les études, c'est quand même un truc déterminant, qu'on a que la chance une seule fois de les faire. Le diplôme, heureusement, ne détermine pas la carrière, ni le succès, ni tout ça. Donc, mais le diplôme, une fois qu'on est en école d'ingénieur, voilà, on a choisi qu'une fois qu'on est dans une voie ou une école de commerce ou une faculté, bon, c'est compliqué de le refaire une deuxième fois. Je trouve que les enseignants, ça devrait être vraiment mis au cœur du réacteur. C'est-à-dire vraiment, on devrait les enthousiasmer, ils devraient être heureux, ils devraient être choyés. Il ne faut pas uniquement que le professeur soit bien pour vous, mais il faut aussi que le professeur soit à l'aise pour travailler avec vous. C'est vraiment cette alchimie qu'on crée entre le prof et l'élève. Ce que je pourrais imaginer si je rêvais d'une école, ça serait d'une école, effectivement, déjà, on peut tout apprendre. D'ailleurs, c'est l'école super prof, c'est-à-dire que vous voyez, on a fait autant de disciplines parce que moi, je trouve que apprendre, c'est une capacité qu'on sous-estime parce que apprendre à apprendre, en fait, c'est ce qui est le plus important. Et on apprend à apprendre quelque chose qu'on aime. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de recevoir Wilfried Granier, un entrepreneur aussi passionné qu'inspirant et le fondateur de Superprof. Vous allez le voir. Alors, si vous ne connaissez pas encore Superprof, préparez-vous. C'est une plateforme qui met en relation des professeurs et des élèves partout dans le monde, des disciplines très différentes, des maths à la musique, du yoga à la pâtisserie, en passant même par la programmation et la couture. Leur mission, c'est de rendre l'apprentissage accessible à tous en proposant des rencontres humaines basées sur la passion et le plaisir de transmettre. Wilfried en est convaincu, vous allez l'entendre, que l'envie, le kiff et l'amour du partage sont les moteurs de la réussite. Il a su fédérer d'ailleurs autour de lui une équipe absolument déterminée à déployer Superprof dans plus de 100 pays d'ici la fin de l'année. Et ça, vous allez le voir, ça n'est qu'un début. Entrepreneur dans l'âme, passionné par la diversité culturelle et toujours en quête de nouvelles aventures, Wilfried nous racontera aussi comment il a bâti Superprof, ce qui l'anime au quotidien, et puis pourquoi il croit dur comme fer en la puissance d'un bon prof pour transformer le parcours d'apprentissage et parfois même une vie. Au cours de cet échange, on va parler éducation, EdTech, orientation, avenir de l'enseignement, mais aussi de manière plus générale de la façon dont un simple cours peut devenir un grand moment de partage et d'épanouissement. On démarre tout de suite. Bienvenue Wilfried. Je n'ai rien à ajouter, c'est parfait. Merci, Philippine, en tout cas, c'était une voilà, super interview. super, À bravo. bientôt. Merci de me recevoir, c'est hyper sympa. Et c'est incroyable, bravo. Très très bon résumé de tout ce qu'on pense, le partage, l'apprentissage, la façon de trouver son professeur qui va effectivement nous propulser dans un univers à la fois de kiff, mais à la fois de progrès. Donc, avec grand plaisir pour parler avec vous de toute cette belle aventure qui existe depuis 10 ans maintenant. 10 ans, mais c'est ce que j'allais dire, c'est quand même une success story à la française, comme elles sont rares aussi, notamment dans le domaine de l'éducation, et vous cartonnez, quoi. Alors, success story, on verra à la fin, c'est pas fini encore, mais non, on a de la chance effectivement parce que, écoutez, ça marche bien, on rayonne depuis la France quand même, on est aujourd'hui dans un peu plus de 54 pays, avec 42 nationalités à Paris. Donc Ouais. moi, j'ai quand même, on fait rayonner la France depuis Paris avec nos étrangers. Donc ça, c'est quand même assez beau. Et puis, plus de 31 millions de professeurs, la crème de la crème. Ça fait 10 ans vraiment qu'on travaille avec eux, qu'on se constitue la plus belle communauté de professeurs. Et écoutez, le bouche à oreille, le produit plaît. Et puis, c'était un truc qui manquait. C'est-à-dire qu'il n'existait pas une belle communauté de professeurs de confiance pour apprendre à peu près tout ce qu'on veut, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 2000 thématiques. Effectivement, vous avez cité quelques-unes, mais le scolaire, la langue, la programmation informatique, la formation professionnelle, les loisirs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer et apprendre. En fait, on a un professeur normalement pour vous, le bon professeur, c'est ça notre promesse. Et puis, voilà, un peu plus de 100 millions d'élèves depuis la création qui ont utilisé notre plateforme pour apprendre. Et puis, ça ne fait que des chiffres ne font que grossir. On a lancé la Chine il y a moins d'un an. Et puis, on continue 100 pays avant la fin de l'année, normalement. Donc, C'est l'objectif. ouais. Bravo. Dans tous en les tout pays cas. du monde, hein. À la fin de l'année, ça sera 100. Mais après, évidemment, il faut qu'on fasse les 180, ouais. 200 pays, on va dire. Il faut qu'on soit partout parce que l'apprentissage, c'est universel, Philippe. C'est clair. Vraiment. C'est clair. Et puis, on n'a rien inventé. Le mentor, le disciple, Socrate, Platon, tout qui existe depuis la nuit des temps. C'est vieux comme Hérode, si vous voulez, l'apprentissage et la transmission. Eh bien, voilà, on l'a juste mis un outil pratique pour trouver son professeur. Et un outil qui marche quand même, on peut le dire, ces Ah, 10 dernières ouais, années. je suis ingénieur informatique de formation. Alors évidemment, j'ai le tropisme vers l'outil qui marche bien, qui est efficace pour trouver son Ouais. professeur. Ouais. Alors justement, vous parliez de ce que vous avez fait avant. Avant Superprof, c'était qui, Wilfried Granier? Ah bah avant Superprof, c'était un garçon très heureux déjà, mais qui faisait de l'immobilier, alors qu'il a fait une école d'ingénieur, comme je vous disais, après une prépa, après qui a fait un peu de conseil parce qu'il se cherchait. Wilfried Granier. C'est marrant de parler de ça à la troisième personne. Donc conseil, donc un peu de KPMG, un peu d'Ernst & Young, qui sont des bonnes écoles du travail C'est sûr.
Et puis, je découvre le monde de l'entrepreneuriat à cette époque-là. Moi, j'allais faire des missions chez les entrepreneurs. Moi, les entrepreneurs, ça me fait rêver depuis que je suis petit. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est moi, pour me faire frissonner quand j'étais jeune, c'était on me parlait d'entrepreneur. Un entrepreneur, je savais pas ce que c'était. Mon père est enseignant, ma maman était mère au foyer, donc c'était un truc que je fantasmais. Pour moi, l'entrepreneur, c'était Christophe Colomb qui prend son bateau, qui part à l'aventure, avec toujours une équipe. C'est marrant, pour moi, c'était l'aventure, une équipe, et on va vivre de façon autonome, c'est-à-dire qu'on va gagner son argent, on va fabriquer quelque chose pour être autonome et libre. Et donc voilà, ce mot entrepreneur me faisait rêver. Et puis voilà, école d'ingénieur, donc on va vers le marché du travail parce que c'est la voie. Et puis on découvre des entrepreneurs. Et puis après, on est inspiré. Et puis je rencontre un jour quelqu'un qui me fait basculer et qui me fait comprendre que en fait, c'est pas si dur. En fait, il suffit juste de trouver un bon comptable, pour créer les statuts, une banque, et puis après, trouver son premier client, puis se débrouiller. Ouais. Mais Et avant ça, faut trouver l'idée. ouais, voilà. Oui, avant ça, Comment elle est venue cette idée-là? Parce que bosser dans l'éducation, on le dit régulièrement dans 20 sur 20, c'est quand même un secteur, si ce n'est le secteur le plus compliqué en France. Ouais. Il y a plein de choses à faire, c'est un Alors, super terrain de jeu. voilà, je faisais vite fait une petite digression sur mon parcours avant. Et donc, Oui. je crée une première société, j'adore, je crée une société dans l'immobilier et compagnie. Mais ensuite, après, effectivement, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui a de l'impact. C'est-à-dire que je me dis, en fait, il faut savoir, Philippine, à cette époque-là, j'ai 35 ans. Et à 35 ans, je me dis, il faut maintenant que je crée la boîte de mes rêves. Vraiment. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver une boîte à impact, international. À l'époque, j'avais découvert Airbnb. Je trouvais que c'était un modèle incroyable qui réussissait à créer de la confiance entre deux individus qui, à l'autre bout du monde, ont assez de confiance pour se prêter les clés d'un appartement. Non, mais aujourd'hui, ça semble vraiment totalement facile à comprendre, mais à l'époque, c'est quand même fou. À cette époque-là, moi, je me remets à l'apprentissage de la guitare. Et je me dis, mais il est où le Airbnb du prof particulier? Et donc, le Airbnb du prof particulier, le fait de vouloir créer la boîte de ses rêves, qu'on veut garder toute sa vie, l'éducation, voilà, super prof. Super prof naît de ce terreau-là. Et quand je dis que c'est la boîte de mes rêves, c'est-à-dire que c'est vraiment la boîte que je veux garder toute ma vie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas levé d'argent. C'est pour ça qu'on a bootstrappé. C'est parce qu'on veut être libre, qu'on veut être autonome et qu'on veut s'inscrire dans la pérennité. Moi, je pense plus à transmettre super prof à quelqu'un. Je sais pas encore à qui, plutôt qu'à le vendre et faire une culbute financière et compagnie. Non, c'est un projet vraiment de longue haleine. C'est pour le bien commun. C'est l'éducation. C'est effectivement comme vous êtes bien placé pour le savoir, c'est quelque chose qui m'anime et qui vous anime et qui est quand même galvanisant. Et donc, non, c'est un outil qui a besoin d'être à disposition du plus grand nombre également. Et donc, c'est pour ça autant de pays internationaux. C'est pour ça qu'on attaque l'Afrique aussi cette année, parce qu'on veut effectivement qu'on offre la meilleure façon d'apprendre, la meilleure façon. Avec un professeur, il n'y a plus de débat, ça y est, on le sait tous. Et cette meilleure façon d'apprendre, faut que ça soit accessible au plus grand nombre. Vous le disiez effectivement tout à l'heure, c'est universel, l'apprentissage, l'éducation, etc. Alors, ce qu'on vous souhaite, c'est effectivement le meilleur succès, le plus beau des succès en France comme à l'international. Malgré tout, vous nous l'expliquez dans votre parcours et dans sa présentation, vous avez quand même pris un énorme risque, quelque part, de tout quitter pour monter cette boîte de vos rêves. Est-ce que pour vous, c'est le plus... Quand on regarde l'aventure Super Prof, est-ce que c'est ça le plus gros risque que vous avez pris? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres où finalement, on vous dit c'était quand même sacrément courageux de prendre telle ou telle décision? Alors, c'est hyper gentil de me faire passer pour quelqu'un de courageux et qui prend des risques, mais en fait, non, c'était le risque, ça aurait été de ne pas lancer ça. C'est d'avoir attendu, d'avoir procrastiné. Vous voyez, c'est ça. Non, c'est pas un risque, c'est une super opportunité. À un moment, j'ai quand même la chance d'avoir l'idée de créer cette espèce de grande communauté de professeurs d'un côté et ce moteur de recherche qui permet de matcher les profs et les élèves. C'est une chance, c'est pas un risque, pas du tout. Je vois pas ça du tout comme un risque. Je me lance vraiment à fond dedans. Bon, risque. Je suis ingénieur, j'ai 2 bras, 2 jambes, je suis en bonne santé. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? Au pire, ça marche pas. Au pire, je perds un petit peu d'argent. Bon, c'est pas grave, je retravaille à côté, vous voyez. Non, c'est pas du tout un risque, c'est une grande opportunité. Et puis surtout, très vite, ça décolle, très vite, ça démarre. Le bouche à oreille fait que les gens sont contents du service, les professeurs s'inscrivent. La première traction. Et donc, non, alors aujourd'hui, j'ai dû peut-être prendre d'autres risques à un moment financier parce que on a fait beaucoup d'acquisitions pour Tout à fait. avoir le marché international. En fait, on a fait beaucoup d'acquisitions pour faire grossir notre communauté de professeurs. Donc là, il y avait certains risques financiers parfois, parce que des fois, on achetait des choses sans savoir exactement ce qu'on achetait. Pourquoi, quand on achète, par exemple, quand on lance un pays comme l'Angleterre et qu'on est presque numéro 1 et qu'on est en train de racheter le deuxième, en fait, quand on achète un actif, on achète principalement la communauté de professeurs, sauf qu'on ne sait pas très bien
cette communauté, on l'a pas déjà chez nous, quoi. Donc, voilà. Ah oui, Mais d'accord. c'est des micro-risques, ça, Philippines. Non, non, vraiment, la chance nous a souri depuis le début. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre quotidien maintenant chez Superprof? Alors, rejoindre mon équipe tous les matins, ça, c'est le premier point. Ouais. Ouais, moi, il faut que je rejoigne ma bande de potes. Il faut s'imaginer que. Non, mais vraiment, c'est le secret. En fait, l'entrepreneuriat, c'est dur, Philippines, si tous les matins, on y va pour retrouver des collègues toxiques, des managers, des gens compliqués. Ouais. Ça devient horrible. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est-à-dire que ça prend du temps pour que ça marche. Et donc, tous les matins, il faut aller retrouver ses copains. Vraiment, pour moi, c'est le plus important. Donc, j'ai la chance d'avoir constitué un noyau dur qui sont les mêmes que depuis le début. C'est-à-dire que mon CTO, c'est le freelance que j'avais recruté pour faire la première maquette. Mon chef de produit, c'est le stagiaire qui m'a fait la première maquette sous Photoshop. Et mon directeur général, c'est mon premier recrutement. La première personne que je recrute en CDI, il a 23 ans, il sort de l'école. Il devait postuler à je suis la perle rare à superprof.com. C'est Camille. Camille, il est toujours là aujourd'hui. 11 ans après, il est là dans la boîte, c'est mon DG. Et c'est la première personne avec qui je parle le matin. Bref, donc retrouver les copains. Et puis, deuxième chose, que moi, je suis un garçon qui m'ennuie au bout d'un moment. Donc, j'ai besoin qu'on me nourrisse de nouvelles idées, de rêver plus grand chaque année. Ça m'étonne pas trop. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas trop. Alors, non, comment on se nourrit, la justement? croissance. La croissance. De la croissance. Ouais. C'est ça. Ouais. Il faut grossir chaque année. Il faut faire grossir son chiffre d'affaires principalement parce que ça permet de rêver plus grand. Ouais. En fait, avec 1 million d'euros en banque, on rêve d'une certaine façon. Avec 10 millions, on rêve plus grand. Avec 100 millions. Puis quand on a 400 milliards, on rêve de faire des fusées, d'aller sur Mars. Vous voyez, on n'a pas les mêmes rêves. En fait, plus ça grossit. Et moi, j'ai besoin de faire évoluer mes rêves chaque année, quoi. Trop sympa. Et ça, sans investisseurs. Ouais. C'est quand même un truc de c'est fou le dans secret. le marché de l'éducation. C'est le secret, en fait. Si on a réussi à Mais aller- c'est quoi la recette magique? Parce que je pense que tous les entrepreneurs du secteur, ils adoreraient avoir votre recette. Alors, la recette magique... Parce que tous, ils ont saurais du vous dire. mal à lever les fonds, à s'en sortir économiquement. Peut-être que nous aussi, on aurait eu du mal à lever des fonds si on devait en lever. En fait, c'est ça le truc, c'est parce qu'en ce moment, c'est un contexte assez particulier Ouais. et on s'est jamais posé la question. D'ailleurs, je pense que moi, comme j'ai jamais levé de fonds, je serais pas hyper bon. Mais en fait, c'est pas grave, il y a une alternative, c'est de vivre de ses clients. Ouais. Donc, vivre de ses clients, c'est un peu violent parce que du coup, ça veut dire qu'on se confronte à la réalité du marché. Et puis, vous savez, on a toujours un peu le syndrome du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on veut avoir un meilleur produit parce qu'on n'a pas envie que les clients soient déçus, parce que il faut se faire un peu violence, il faut se forcer à vendre au début des choses qui permettent aussi de co-construire avec sa clientèle un meilleur produit et puis bâtir plus grand, plus grand. Donc nous, depuis le début, en fait, on est rentable dès le premier jour. C'est-à-dire que dès le premier jour, on a vendu nos professeurs à nos élèves. Alors au début, c'était 9 €, c'était pas très très cher. Mhm. Mais première journée, 27 € de chiffre d'affaires, Philippines. Eh bien, on était De fous quoi de se faire joie. un petit resto? Ouais. Oui, un petit, tout Un petit. petit. McDo, un Oui, petit McDo. ça- C'est clair. Bravo pour ça aussi, en tout cas, parce que c'est vrai, on en parle régulièrement dans les médias, en tout cas. Nombreux sont les entrepreneurs de l'EdTech qui viennent nous voir en nous disant mais en fait, c'est dur, c'est un marché difficile, où on a du mal à faire bouger les choses, où les politiques sont très frileux, les investisseurs peu nombreux. Oui. Et vous, on a l'impression que vous êtes un peu une sorte d'ovni dans le secteur. Ça paraît tellement évident quand je vous entends dire il faut vivre de ses clients. Bah ouais, en fait, carrément. Et d'un autre côté, tous les autres, on a l'impression qu'ils ne vivent que de subventions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Ouais, non, sorte mais je suis d'accord avec vous, Philippine. Alors, nous, on s'est pas tourné vers la subvention. Moi, j'ai jamais eu de subvention de ma vie. Ouais. La dernière fois, je faisais la blague en disant j'ai jamais rien compris un dossier de la BPI, c'est trop compliqué pour moi. Mais peu importe. Donc, du coup, on n'a pas perdu de temps en fait à chercher des subventions. On n'a pas perdu de temps à essayer de travailler avec des organismes très compliqués, avec des circuits de décision très lourds. En fait, nous, on s'est intéressé au B2C, c'est-à-dire vraiment aux clients particuliers qui avaient besoin de trouver un professeur pour apprendre quelque chose pour ses enfants ou pour apprendre pour lui. En fait, c'est ça notre clientèle. Notre clientèle, c'est des particuliers. Donc, du coup, par contre, on leur fait payer peu cher parce que du coup, ils font un énorme volume. Et nous, en fait, depuis le début, on a joué sur le volume. Et deuxième particularité, c'est l'international. C'est-à-dire que très vite, en fait, on s'est lancé à l'international, Philippines. Et donc, du coup, aujourd'hui, par exemple, moi, je fais 90% de mon chiffre d'affaires à l'étranger. Aujourd'hui, la France, c'est 10% de l'activité. Ah ouais. Et la France, aujourd'hui, eh bien, on est dans un contexte un petit peu économique un peu compliqué. On a une croissance, alors qu'on continue à avoir de la croissance, parce qu'on essaie encore de bien travailler, mais une croissance, on va dire, asymptotique plutôt. Alors que les États-Unis, l'Inde, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, la Pologne, on a des croissances à 200, 300%. Vous voyez, donc on a encore beaucoup de terrain à aller chercher de ce point de vue-là. Et donc, c'est la diversité de la clientèle. Et
et effectivement, que des particuliers, pas de grosses choses à faire bouger. Et alors, pourquoi l'international et pourquoi on est aussi dans autant de pays aujourd'hui? C'est parce que justement, je pense qu'on n'a pas levé l'argent. C'est très difficile. Moi, j'ai mis 6 ans avant de gagner 1 $ aux États-Unis. Pendant 6 ans, on a dépensé entre 300 000 et 400 000 euros par an à fond perdu. Allez raconter à un board au bout de 3 ans que vous avez perdu 1 million d'euros sur un marché. Il vous dit d'arrêter parce qu'il vous dit de vous recentrer sur le marché domestique. Donc vous vous recentrez parce que vous écoutez votre board, parce qu'il a mis un certain ticket, parce que c'est une bonne idée. C'est pas une, vous voyez, c'est une fausse bonne idée d'arrêter parce qu'il faut se recentrer. Mais en fait, vous revenez jamais. Donc vous abandonnez les US. Aujourd'hui, les US, c'est ça qui nous fait la plus grosse traction chez Superprof. Ah ouais. Et donc c'est cette liberté, cette envie, parce que moi j'ai lancé les US parce que je voulais aller vivre secrètement en Californie, qui m'a, voilà, de façon insistante, un peu, voilà. J'ai continué, je me suis obstiné, et puis aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Mais vous voyez, ce truc qu'on n'a pas avec un board, un fonds d'investissement. Donc, la levée, c'est très bien pour certains domaines, mais ça freine aussi dans. Donc, nous, on s'est affranchi en fait de toutes les contraintes. Ouais. Voilà, on vit de nos clients, on se concentre aussi, c'est pareil. C'est un chemin de croix, c'est-à-dire que chaque jour, moi vraiment, Philippines, le premier truc que je regarde le matin, c'est la croissance du chiffre d'affaires qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Et si on n'a pas fait plus de 30%, je panique. Oui, non, mais c'est vraiment comme ça que je commence mes journées. C'est-à-dire que, et faire de la croissance, ça veut dire faire preuve de créativité, lancer de nouveaux pays, améliorer le pricing, améliorer le produit. Enfin, voilà, faut faire preuve de. Ouais. Vous partez à l'étranger, du coup, en Californie? Ouais, mais alors, pas autant que je voulais. Si vous voulez, moi, j'ai monté Superprof en me disant, à chaque fois, je ferais toujours une excuse pour aller voyager dans tous les pays du monde, C'est vrai pour que c'est avoir plutôt des sympa. bureaux. Je serais en business trip, en fait. Et en fait, non. En fait, je voyage que pour le plaisir, pas du tout pour le business. Et puis, j'ai toutes mes nationalités au bureau, puis il faut que je m'en occupe. Et puis, on est quand même pas mal en France avec l'équipe. Donc, voilà, je voyage pas autant que je voudrais, mais il faudrait. Donc, pas de déménagement en Californie prévu pour l'instant? Alors, Peut-être pas je tout de dis suite. secrètement et pour rigoler que dans la convention collective de Superprof, il est indiqué que le président doit vivre dans son plus gros pays. Et cette année, ça sera les États-Unis. Aïe, aïe, aïe. Donc, normalement, voilà. Ah, À sympa, sympa. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. En Qui tout n'a cas. pas envie d'aller vivre au soleil C'est quand on sûr. voit la météo d'aujourd'hui? En tout cas, C'est clair, c'est il ça, pleut mais- des cordes Ouais. aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Bon, quelles sont les principales tendances de fond que vous observez dans l'éducation en France et à l'international? Parce que vous avez cette dualité quelque part hyper intéressante où vous êtes à la fois au cœur d'un système Mhm. qui va pas toujours très bien, notamment en France, et où à l'étranger, de ce que vous nous dites, en tout cas dans votre niche, dans votre secteur, où ça cartonne et où ça va plutôt bien. Qu'est-ce que... Ouais, alors moi, qu'est-ce ce que que vous apprenez? alors, c'est marrant parce qu'en introduction, vous parliez de kiff. Et moi, c'est quelque chose que je peux noter, en fait, chez aussi bien les professeurs, les élèves que je rencontre. Si vous voulez, nous, on a la chance de pouvoir faire du sur-mesure. C'est-à-dire vraiment, vous venez chez nous, vous rencontrez le professeur parfait pour vous, Ouais. et réciproquement. Attention, il ne faut pas uniquement que le professeur soit bien pour vous, mais il faut aussi que le professeur soit à l'aise pour travailler avec vous. C'est vraiment cette alchimie qu'on crée entre le prof et l'élève. Parce que bien souvent, en fait, les professeurs d'éducation nationale que je rencontre, en fait, me disent la chose suivante. Ils me disent, moi, j'adore, je suis passionné par la philo, je suis passionné par les maths. Sauf que j'ai du mal à enseigner parce que j'ai une classe. Je peux pas faire de sur-mesure, je suis obligé de faire alors j'en ai 5 qui comprendront pas la fin du cours, il y en a 5 qui ont déjà compris, donc je fais ça un peu pour le ventre mou, j'ai des problèmes de discipline, je souffre d'enseigner ma discipline, c'est compliqué pour eux, vous voyez, d'enseigner, C'est terrible. et ils retrouvent en fait le goût de l'apprentissage, le goût de la transmission en one-to-one. Ouais. Donc ça vraiment Ouais. c'est quelque chose, et pareil avec les enseignants de l'éducation nationale qui sont à la retraite. C'est horrible. On est prof de philo toute sa vie, on a enseigné 40 ans, on est passionné, on a du temps, on arrive à la retraite, on se dit c'est fini. Plus d'apprentissage, vous Ouais. pouvez plus transmettre. Ouais. Ils ont vécu, leur passion, c'était la transmission. On leur dit d'arrêter, alors qu'ils sont presque au top, on va dire, de leur sagesse et de leur connaissance. Vous voyez, C'est ils vrai. ont eu 40 ans pour peaufiner le monde de Sophie. Donc vraiment, ils sont. Et donc voilà, donc on a beaucoup de professeurs d'éducation nationale à la retraite qui continuent à enseigner via la plateforme et qui retrouvent le goût. Et alors, évidemment, ça se transmet à l'enfant. Les élèves, quand ils ont un professeur qui les écoute, qui a confiance en eux, tout ça, ça crée des trucs incroyables. Trop Et on a sympa. envie de se dépasser, en fait, même pas pour soi, mais presque pour la fierté qu'on a les yeux Bien du sûr. professeur, quoi. Bien sûr. C'était la plus belle des missions, je crois, être enseignant. La boîte de mes rêves, hein. Donc j'écris. Bah évidemment. ouais. Non, mais oui. Vous donnez Ouais. des cours, vous? J'en ai donné. Moi, j'ai sponsorisé toute mon école d'ingénieur en donnant les cours de maths et j'ai adoré. Philippine, je donnais des cours de maths en terminale et en première. Et j'ai adoré, franchement, c'était
d'être en one-to-one comme ça avec ses élèves, de voir qu'on les aidait vraiment. À la fin d'année, fêter le bac avec les parents. Enfin, ouais, non, c'est un super truc. Et puis après, j'ai donné des cours sur la plateforme Superprof. J'ai voulu à un moment donner des cours de guitare, donner des cours de ukulélé, la tester. Alors c'est comme ça aussi que j'ai découvert que la webcam, ça fonctionnait vraiment, parce que j'ai donné des cours de ukulélé à une jeune femme en Suisse par webcam qui voulait apprendre un morceau pour le mariage de sa sœur. Et c'est à cette occasion, en donnant les cours, en testant la plateforme, eh ben, je me disais, putain, les cours par webcam, en fait, c'est moins bien. Ouais, C'est un pis-aller, ça fonctionne quand même. ça marche. Et ça, vous l'avez fait avant le Covid? Parce Ouais, que avant le j'imagine Covid, que ouais. vous avez Ah une bah, croissance de fou pendant le Covid. Oui, Ouais. on a une croissance de fou. Malheureusement, parce que le Covid a fermé les frontières, donc on a mis tous nos professeurs en webcam. Donc évidemment, oui, et puis après, tous les élèves voulaient de l'école à la maison, donc tout le monde nous réclamait des professeurs, plus les gens qui cherchent des activités pour se distraire et tout. Bien Donc sûr. nous, on a explosé. C'est aussi grâce à ça que les États-Unis aussi ont décollé. D'accord. Parce que pendant 6 ans, pas $1, ça marchait pas parce qu'il me fallait. On faisait beaucoup de présentiel, donc il me fallait un maillage géographique pour avoir au même endroit un prof et un élève, Bah, une c'est quantité clair. de professeurs incroyable, parce que c'est très grand géographiquement, Mm. que les coûts d'acquisition aux États-Unis, c'est 10 fois supérieur, enfin 10 fois, mais c'est pas un abus de langage, c'est vraiment 10 fois. Moi, je paye 3 euros un professeur sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour recruter un professeur. Ouais. Quand j'ai attaqué les États-Unis, c'est $28, Comment ça s'explique? Ça, c'est intéressant. la concurrence. La concurrence. Ouais. Ils sont forts. Ils sont forts, ils sont riches. Donc, voilà. Ça Et, aide. et alors, attendez, il y a un troisième point, c'est que nous, on avait l'impression, Philippines, qu'on n'était pas trop mauvais en SEO. SEO, c'est-à-dire on va être positionné dans les moteurs de recherche, parce que voilà, en France, on n'était pas mauvais. Quand on avait attaqué l'Italie, le Portugal, l'Espagne, très vite, on s'était positionné numéro 1. Quand on a attaqué les US, si vous voulez, ils nous avaient pas attendu pour avoir toutes les premières places dans Google. J'imagine. Ils sont Google natifs, enfin, ils connaissent mieux les moteurs de recherche que nous. Ils ont Ouais. acheté tous les liens, toutes les positions. Donc, c'était vraiment Incroyable. l'Himalaya face nord en termes de SEO. Donc, on attaque les US, on n'a pas le budget, on ne peut pas faire de SEO, il faut un maillage géographique incroyable. Et ce qui nous permet de décoller, c'est le Covid, effectivement, puisque du coup, on a aboli les frontières en mettant tout le monde en webcam. Ouais. Et donc, d'un seul coup, un professeur d'anglais qui était à Chicago pouvait prendre un cours par webcam avec un professeur de New York. L'abolition des frontières faisait que les mises en relation sont faites, Bien les sûr. évaluations, la communication et plus la communauté de professeurs qui a grandi. Donc, bref, le Covid a fait décoller la plateforme. Si on revient en France, maintenant, quel regard vous portez sur la politique éducative ou sur le monde de l'éducation aujourd'hui dans le pays? Qui a été un peu malmené. On a eu quand Ouais. même, je ne sais pas combien de Ah, je ministres sais. ces derniers mois. Alors, je sais que l'éducation ne se réfère pas uniquement aux ministres qui nous représentent, mais toujours est-il que... Non, je suis d'accord. Bon, sans faire de politique, parce que je suis très mauvais et j'en fais jamais, mais je trouve ce qui me manque un peu, c'est d'enthousiasme. Déjà, premier point, c'est que faudrait remettre énormément à l'honneur nos enseignants. Nos enseignants, c'est... Alors nous, c'est ce qu'on fait. Nous, si vous voulez, on s'appelle super prof. Pourquoi? Parce que... Non, mais c'est ça qu'on veut mettre en avant. On dit, les professeurs, c'est de denrée la plus chère, les bons professeurs, l'enseignement, la connaissance. La connaissance, c'est fabuleux. Idriss Aberkane, il explique un truc génial. C'est la connaissance, c'est le seul truc qu'on peut donner à quelqu'un sans se l'enlever. Donc, c'est quand même génial. C'est un truc qui se multiplie. Donc, Ouais. voilà. Donc, et qui donne cette connaissance? Les enseignants. Donc, je trouve que les enseignants, ça devrait être vraiment mis au cœur du réacteur. C'est-à-dire vraiment, on devrait les enthousiasmer. Ils devraient être heureux. Ils devraient être choyés. Vraiment, devraient... Et surtout, énormément les écouter. C'est eux qui connaissent. Nous, on a toujours aboli le fait de dire, tiens, on va vendre des méthodes, on va leur expliquer qu'il y a un planning, on va leur expliquer qu'il faut qu'ils soient payés tel prix. Non, laissons faire à tous les enseignants. Les enseignants, ils connaissent bien mieux. Il y a des enseignants qui vont savoir très bien utiliser une méthode. Vous voyez ce que je veux dire? Laisser la liberté aux enseignants, les mettre sur le devant de la scène, les shooter, les choyer, parce que c'est d'eux dont on a énormément besoin, quoi. Voilà, c'est un peu le message que j'enverrais si j'étais dans les petits papiers du ministère. C'est que, non, prenons soin de nos professeurs, c'est notre denrée la plus chère, quoi. Denrée la plus chère, je suis bien d'accord. Il y a des... Quand je vous écoute, je me dis, 100 pays quand même, là, d'ici la fin de l'année, c'est énorme à gérer aussi. Vous êtes combien là aujourd'hui chez Superprof? Un peu plus de 210. 210. J'imagine qu'à chaque fois, il y a des spécificités culturelles, Bien sûr. réglementaires, Oui. économiques. Ça doit être un boulot monstre. Alors, c'est un boulot monstre. Écoutez, on est taillé comme ça. On est depuis le début, si vous voulez, on fait ça. Donc, c'est bon, maintenant, on se rend même pas compte que c'est un boulot monstre. Non, en fait, le premier truc qu'on fait, c'est on recrute un natif du pays. En fait, il faut savoir, Ah ouais. je ne suis pas du tout une boîte internationale. Moi, quand je lance un pays, quand je lance le Mexique, je recrute d'abord Valéria, qui va s'occuper de traduire le site, de faire un système de recherche qui est
comme le pays, comme ils font dans le pays, au Mexique. J'opère sur le nom de domaine superprof.mx. C'est traduit en mexicain et non pas en espagnol. Il y a toutes les spécificités du système pédagogique, du système universitaire, des diplômes mexicains. Et quand on contacte le support, on parle à des Mexicains. Ouais. Donc, c'est très local, en fait. Moi, je fais du multilocal à chaque fois. Ouais. Et donc, c'est ça notre, on va dire... Une partie de la recette magique. Ouais, la quelque recette part. magique, c'est vraiment d'un natif du pays et depuis Paris. Alors ça, c'est pareil, alors, c'est original parce que ça paraît tout bête, mais si vous voulez, moi, si j'avais 40 bureaux dans le monde avec 40 bureaux, Ah bah, c'est clair. une logistique juste pour les connecter à Internet, les 40 pays, ça serait fou. Ouais. Donc vous n'avez aucune, comment on appelle ça, non, aucun filiale salarié, aucun. Ah non, on n'a pas de filiale. Alors c'est pareil, les filiales. Souvent, les gens me disent mais pourquoi tu n'as pas de filiale? Mais parce que c'est compliqué, il faut consolider, il faut faire une comptabilité américaine, c'est pas la même que la comptabilité turque, C'est belge. clair. Donc moi, j'ai pas envie de me poser de questions métaphysiques. Nous, on opère tout depuis Paris, depuis une société 100% française. On rapatrie les capitaux de l'étranger en France. Voilà, il y a des PSP, il y a des prestataires qui permettent de rapatrier l'argent. On paye tout le monde depuis Paris. Et depuis Paris, j'ai 40 nationalités au bureau. Ça parle 18 langues. C'est l'auberge espagnole. Ça te fait une ambiance de folie. Parce qu'évidemment, il y a toutes les cultures. C'est génial. Avec toutes les excentricités de toutes les cultures et tous les clichés des cultures. C'est vraiment très drôle. Donc on retrouve tout ça dans une saine ambiance. La diversité chez nous, c'est même plus un sujet. On est obligé d'avoir la diversité puissance 1000, puisqu'on a évidemment toutes les cultures, les couleurs de peau, les accents, les religions et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis ça nous simplifie la tâche, parce que quand on lance un nouveau pays, là, on est en train de lancer la Grèce. Le country manager grec, quand il vient, eh bien, il se fait épauler du Mexicain, du Brésilien, qui a plus d'expérience que lui. Et quand ils sont Trop bloqués, sympa. ils sont partagent des best practices entre les pays. Ouais. Et en fait, globalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire un site très local, donc vraiment que le site soit comme un site du pays, et puis recruter massivement des bons professeurs. Ouais. C'est ça tout la bête. clé. Oui, nous, c'est intense, mais c'est pas compliqué, quoi. Et on répète le modèle qui marche bien, qui est sympa. Donc, Pourvu que ça dure. Hein. voilà, je croise les doigts, moi aussi. Alors, on parle beaucoup depuis le début de cet entretien de toute la réussite de Superprof. Et c'est vrai, c'est une réussite, ça cartonne, ça brille. Est-ce que malgré ça, il y a eu, j'imagine, des périodes de stress, quelques échecs aussi? Comment ça, on se construit aussi en tant qu'entrepreneur, encore plus dans le domaine de l'éducation? Alors, l'échec, moi, je trouve que c'est un point de vue à chaque fois. J'ai raté 1000 choses, mais à chaque fois, j'en ai tiré un apprentissage. Donc, il suffit de... j'ai un C'est une question culturelle française où, en fait, on enfonce les gens qui se sont trompés ou qui ont des erreurs de parcours, alors que dans des pays, notamment anglo-saxons, on valorise l'échec. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis, le sens de ma question était très positif en disant qu'est-ce que vous en avez appris. Je dois être un peu anglo-saxon sur les bords. Je sais pas d'où ça vient. Mais, non, mais c'est vrai que je vois ça comme un apprentissage. Alors, effectivement, j'ai fait pas de grosses erreurs globalement quand même, ça se passe bien comme vous disiez. Alors on parlait de succès, réussite. Moi je verrai ça plus tard dans quelques dizaines d'années, vingtaine d'années, on verra où on en est. Mais non, des trucs que j'ai ratés. Par exemple, on a voulu faire pas mal d'acquisitions à un moment. Voilà, j'ai raté quelques acquisitions parce qu'à un moment je voulais être j'étais un peu pressé. J'étais tumultueux, donc des fois j'étais pas très patient. Voilà, j'ai manqué parfois un peu de patience. Alors maintenant ça m'arrive plus. Ça y est, Philippine, j'ai plus assagi. Mais à un moment, j'ai plus manqué de patience. Voilà, j'ai raté quelques deals. Mais sinon, non, pas de grosses erreurs fondamentales. Pareil, sur les recrutements, certains, des fois, se stressent sur les recrutements, ont peur de faire des erreurs et compagnie. Bon, moi, il y a des gens à qui ça n'a pas matché. Les gens sont venus, ils ont essayé, ça n'a pas matché. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se quitter bons amis. Mais moi, je trouve que l'erreur, c'est de pas faire venir les gens, pas tester. Voilà, il y a une période d'essai qui est faite pour ça, qui marche dans les deux sens aussi. Donc, voilà, des fois les gens ont peur de recruter certaines personnes en se disant est-ce qu'ils vont matcher, Moi je trouve qu'il faut tester, il faut tenter, et puis généralement ça se passe surtout super bien, et il faut le faire avec un maximum d'énergie et de cœur, et ça roule. Ça roule. Vous parlez justement de ces rencontres. Quelle est la rencontre la plus folle ou la plus mémorable que vous avez pu faire ces 10 dernières années? Alors ça peut être des gens que vous avez côtoyés au quotidien, comme une rencontre comme ça au détour d'un salon, au détour d'un événement. Alors la plus belle des rencontres, c'est quand même avec mon fils. Quand même, je suis obligé de le mettre en avant. C'est le moment émotion, mesdames et messieurs. Non, mais c'est une rencontre exceptionnelle. Moi, mon fils, il m'a appris 100 fois tout ce que les gens m'ont pu m'apprendre. Il a 6 ans, il s'appelle Olympe, je lui fais un gros bisou. Donc voilà, mais mis à part ça, dans les rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont transformé, c'est les gens de mon équipe. Les gens de mon équipe, ils m'ont tiré vers le haut. Les gens de mon équipe, ils m'ont galvanisé. Ils sont exceptionnels. Je vous assure, Philippine, il faudrait le voir pour le croire. C'est des gens qui ont une motivation, une détermination,
Et des fois, je sais même pas comment ils font. Je les trouve presque plus motivés que moi encore, alors que c'est pas leur projet, mais ils sont là. Ils ont un amour du partage. Enfin, c'est beau à voir. Donc ça, Ouais. je suis très ému à chaque fois quand je vois les gens de mon équipe. Et encore une fois, ça s'est inscrit dans la durée. C'est les mêmes. Moi, à un moment, je faisais la blague. Je disais, il est interdit de quitter Superprof. C'est pas possible. Vous pouvez pas partir. Et puis après, on a eu un peu de turnover après le confinement, après le Covid. Effectivement, il y a des gens qui ont eu besoin de retourner dans leur pays parce que coupés, c'est des gens déracinés qui sont venus en France coupés, qui n'ont pas vu leur famille, donc ils ont besoin de revenir. Donc j'ai eu mes premiers départs, mais avant le Covid, il n'y avait pas de turnover. Tout le monde restait chez Superprof. Et c'est pour ça que je faisais la blague, il est interdit de partir parce que moi, je m'attache aux gens, j'aime les gens, j'aime mon équipe. Donc j'ai pas envie qu'ils me quittent, j'ai pas envie qu'on se quitte, j'ai pas envie qu'on se sépare, j'ai envie qu'on continue. Donc voilà, esprit familial. Donc non, l'équipe, c'est une super belle rencontre. Et puis mon fils, voilà un petit peu les choses qui m'ont transformé ces dernières années et qui m'ont permis aussi d'être un peu plus sage, d'être un peu moins impatient. Voilà. Voilà. En même temps, quand ça marche, on a envie que ça marche encore plus vite, encore plus fort. Et donc, Oui, moi tous les jours, je me demande pourquoi on fait pas déjà 200 millions de chiffre d'affaires. ouais. Parce qu'on a, en fait, on a la recette, Vous avez tout pour. on sait comment faire. Il faut juste aller un peu plus vite, alors qu'on l'a déjà fait. Donc voilà. Donc, mais Ça va venir. bien sûr, et Ça surtout, va venir. c'est ça qui est beau, Philippe, c'est que j'essaie de me dire aussi, le jour où ça arrivera, bah, c'est bon, j'aurai fini. À quoi je sers Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le chemin, c'est aussi très intéressant, en fait. C'est sûr, Plutôt que l'arrivée. Une fois qu'on est arrivé, une fois qu'on est un gros mastodonte, qu'on a fait tous les pays, quand je vous dirais, bah, c'est on a tous les pays du monde, l'excitation aura été un peu perdue, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair. Ça se On verra. construit avec le Rendez-vous temps, dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans sur la place des grands hommes. Est-ce que vous voyez un intérêt à développer des services spécialisés dans l'orientation ou dans le coaching d'orientation par Superprof? Parce que ça aussi, c'est un sujet quand on parle d'éducation. Notamment là, on est en pleine période de Parcoursup au moment où on enregistre cet épisode. Les enfants, les adolescents, leurs parents, leurs proches, leurs enseignants aussi sont, soyons très clairs, perdus. Bien sûr. Et puis on demande aux jeunes de faire des choix qui vont, semble-t-il, et c'est ce qui est, en tout cas dans la pensée collective, impacter le reste de leur vie. Mais je crois que c'est vrai, d'ailleurs. Cela dit, Aussi. les études, c'est quand même un truc déterminant, qu'on a que la chance une seule fois de les faire, quoi. Donc, C'est ça. ouais. Alors après, ça c'est... Ce qui se démocratise, c'est cette... Avant, on avait une génération, celle de nos parents par exemple, où on faisait 20 ans dans la même boîte et on avait un Ah oui, CDI, c'était bien légal. sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Là, on a la chance, et d'ailleurs Superprof en est un très très bon exemple, d'avoir des formations continues, de pouvoir se former tout au long de notre vie Bien à sûr. différentes choses. Et donc, Oui. mais bon, Je donc, parlais du diplôme, en fait. Bien Si vous sûr. voulez, le diplôme, c'est quand même un truc qu'on a une fois, qu'on est... Voilà. Après, effectivement, le diplôme, heureusement, ne détermine pas la carrière, ni le succès, ni tout ça. Donc, Ouais. mais le diplôme, une fois qu'on est sur l'école d'ingénieur, voilà, on a choisi qu'une fois qu'on est dans une voie ou une école de sûr. commerce ou une faculté, bon, c'est compliqué de le refaire une deuxième fois. Donc Ouais. c'était là, c'est mon point. Mais c'est un très très bon point. Mais dans ce cadre, est-ce que justement travailler sur ces sujets d'orientation, de réorientation, c'est Alors, intéressant? les coachs de Parcoursup, on en a 3000 aujourd'hui, rien qu'en France. Ah oui. C'est une matière qui est extrêmement demandée. Alors, à partir de là, ça va commencer, je pense maintenant, là, parce que je crois que c'est janvier, février, les premiers choix de Parcoursup. Donc, nos coachs Parcoursup sont là pour accompagner l'orientation. Ouais. Parce que c'est un dédale, hein. Il faut quand même... et on peut faire un bon chemin comme un mauvais, en fait, avec un dossier qui est sensiblement le même. Tout à Donc fait. voilà, l'orientation, c'est important chez nous. Donc on a nos coachs Parcoursup. Et puis globalement, c'est toujours pareil. Nous, on a des coachs privés. Donc ça a l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est payant. C'est le particulier qui doit payer. Par contre, l'avantage, c'est que c'est des gens, effectivement, qui sont pas dans une université, qui sont pas complètement cloisonnés, qui ont un espèce de libre arbitre et puis de savoir-faire, qui sont très bons. Ouais. Donc, c'est des gens qui peuvent vous aiguiller. Parce que moi, j'ai souvenir, effectivement, les conseillers d'orientation qu'on pouvait voir au collège ou au lycée. Moi, j'ai eu des choses, j'ai entendu des choses saugrenues à mon sujet. Bien sûr. Et heureusement que je n'ai pas suivi, que j'avais un papa enseignant, donc il m'a quand même réussi à m'orienter. Mais si j'avais pas eu ce papa enseignant qui m'orientait un peu dans ce dédale, et si j'avais comme ça écouté naïvement mon conseiller, j'aurais pas fait école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'ils disent vos parents justement quand ils regardent votre parcours maintenant? Oh bah mais alors mes parents sont très heureux pour moi. Très heureux. Ouais. C'est chouette, c'est Mais on bien aussi. parle très peu. En fait, moi, mes parents, je pense qu'ils sont principalement contents, pas de ce que je fais avec la boîte, c'est juste que je sois très heureux. Ouais. Moi, mes parents, ils m'ont appris un truc vraiment, principalement ma maman, à aimer la vie. C'est ce qu'elle m'a appris. C'est important, hein. Bah, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. La Et base je de crois tout. qu'elle m'aime bien parce que. Et alors, c'est marrant parce que la dernière fois,
elle comprend pas très bien ce que je fais parce que Internet, voilà, alors je lui explique dans l'éducation et compagnie, donc ça lui parle un peu, mais l'international, puis elle me dit toujours, bah, pourquoi plus grand, pourquoi plus, pourquoi t'as autant de salariés, autant de collaborateurs, mais pourquoi autant? Enfin, voilà, elle comprend pas la croissance, mais Oui. peu importe, puis elle s'inquiète à chaque fois, parce qu'elle me dit, tu travailles beaucoup, c'est beaucoup quand même, enfin, bon, bref. Et donc voilà, donc non, je pense qu'elle me voit heureux, donc, et puis on s'entend très bien, donc Ouais. tout va bien. Si vous deviez imaginer l'école de vos rêves, pour Olympe, par exemple, il y aurait quoi comme cours, comme matière? Est-ce qu'il y aurait beaucoup de sport? Est-ce qu'il y aurait beaucoup de langues étrangères? Une Alors, école dehors, je sais pas. Comment vous l'imaginez? ouais, alors c'est une bonne question, Philippine, fallait me prévenir comme avant de poser des questions très compliquées. Non, ce que je pourrais imaginer si je rêvais d'une école, ça serait d'une école, effectivement, déjà, on peut tout apprendre. D'ailleurs, c'est l'école super prof, c'est-à-dire que, vous voyez, on a fait autant de disciplines, parce que moi, je trouve que apprendre, c'est une capacité qu'on sous-estime, parce que apprendre à apprendre, en fait, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et on apprend à apprendre quelque chose qu'on aime. Vous voyez, si les gens sont bons dans une matière, pourquoi pas les pousser et en faire presque leur matière principale, parce Bien que du sûr. coup, ils apprendront à apprendre, ils seront capables de travailler, et travailler, c'est un apprentissage aussi. Quand je vous parlais d'Ernst & Young, KPMG, c'était l'école du travail. Moi, si vous voulez, à l'époque, on faisait pas de télétravail, on allait le matin à 9 h, on partait, les vacances, bon, voilà, on n'était pas dans une dynamique aujourd'hui qui est beaucoup plus souple, qui est d'ailleurs Tout à bien fait. meilleure. Et du coup, c'était, voilà, la valeur travail, c'était très important. Puis on se plaignait pas. Il y a eu plein de progrès, mais je trouve que la capacité de travail, c'est quelque chose d'important. Donc l'école, pour moi, permettrait d'apprendre un maximum de choses, inculquerait l'amour de l'apprentissage. Je trouve que, encore une fois, on va revenir sur le fait d'aimer, mais aimer quelque chose, on n'est jamais aussi bon que quand on aime quelque chose. Euh, donc voilà. C'est vrai. Et puis, non, travailler, voilà. Ouais. Et dernier point, je dirais, être encadré par des professeurs qui sont passionnés et qui sont très heureux d'être avec vous. Les professeurs, regardez, on a tous eu des moments où quand on arrivait au collège, on se disait « Ah, pas madame machin, c'est pas possible. » Parce qu'elle terrorisait, du coup on était nuls en anglais parce qu'on voulait pas apprendre, c'était compliqué, c'était laborieux. Elle, du coup, j'imagine que la professeure à l'époque, elle devait être aussi laborieux pour elle, parce qu'elle est dans une classe d'enfants qui la détestent, elle comprend pas. Enfin, C'est clair. on est sur un truc vraiment mortifère, quoi. Et puis dans la douleur, et puis c'est dommage. Ouais, Vous parliez justement quelque part de ce qu'on peut être considéré comme un souvenir d'enfance. Est-ce que vous avez, là, quand vous pensez à vous, quand vous étiez petit à l'école, un souvenir qui vous a marqué? Bah, j'en ai mille. Quand j'ai eu hobby, la première fois de ma vie, non, moi j'ai été transformé par un professeur. J'ai mon professeur, même par deux principalement, mais le premier c'était vraiment Monsieur Everards, lycée Buffon, dans le 15e. Ouais. Quand j'étais en MPSI, moi je suis arrivé, j'étais de banlieue, j'étais pas mauvais dans mon lycée, mais enfin j'étais pas mauvais, ça me rappelle, pas mauvais ici ou en France, et on va aux yeux. Et quand on arrive en prépa, d'un seul coup on se retrouve dans une grande classe avec 48 élèves. Et moi, j'avais besoin qu'on me donne confiance en moi et qu'on me mette la petite tape dans le dos. Et ce professeur de physique, il m'a donné cette petite tape dans le dos et je travaillais pour qu'il soit fier de moi, vraiment. Et je suis devenu excellent en physique, presque au détriment des autres matières, parce que je voulais vraiment qu'il soit super fier de moi. Donc ça, c'est le premier professeur qui m'a vraiment motivé. Puis le deuxième, j'ai eu un professeur en école d'ingénieur aussi, Joseph Orlinski, qui était en création d'entreprise, qui était un professeur de création d'entreprise, et je suivais son cours en buvant ses paroles, et puis voilà, c'était quelqu'un qui galvanisait, qui poussait à chaque fois qu'il y avait une idée, mais tente le truc, fais le truc, enfin, voilà. Donc j'ai eu un professeur qui m'a motivé pour travailler et apprendre en prépa, et puis après pour lancer l'aventure de l'entrepreneuriat, voilà. Les deux professeurs qui ont changé ma vie, c'est les deux grands souvenirs de mon éducation. C'est marrant parce que ça fait partie justement de ces questions que j'ai l'habitude de poser dans cette nouvelle partie d'interview qu'on va attaquer avec vous. Dernière partie d'interview, parce qu'il faut bien malheureusement terminer. J'ai l'habitude de demander justement quel est le prof qui a changé votre vie. Vous y avez répondu de manière très... Franchement, j'en ai eu deux professeurs. Alors après, je vais dire aussi un troisième qui a changé ma vie, c'est mon papa quand même. Bon, il a eu la gentillesse de me concevoir déjà, premier point, donc il a quand même changé ma vie. Et mon père, non, moi, ce que j'ai pu voir avec mon papa, c'est l'amour de ses élèves. L'envers du décor, quelque part, Ouais, quand on est enfant de prof. exactement. C'est-à-dire que quand on va au collège, au lycée, l'école, on y va un peu reculons. Ouais. Bon, heureusement, il y a les copains, mais
Et je voyais, parce qu'il était bac professionnel, CAP et compagnie, donc c'était plutôt pour moi des grands, des gens qui avaient 16, 18 ans, ouais, des jeunes adultes qui arrivaient à la maison pour le remercier avec une bouteille, enfin, qui remerciaient mon papa parce qu'il Ouais. les avait aidés. Donc je voyais et même je voyais souvent des enfants, des jeunes qui venaient à la maison et qui venaient parler avec mon père pour remercier le professeur. Donc ça, voilà, j'ai vu l'envers du décor. Donc voilà, mon papa, Joseph Orlinski, et puis Monsieur Evras, qui sont les 3 professeurs qui ont changé ma vie. Trop sympa. Alors on attaque, je l'ai dit, la dernière partie de cette interview avec des questions plus courtes qui demandent, là pour le coup aussi, des réponses plus courtes, en un mot ou un peu plus, mais on va essayer de tenir le timing avec une première question. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours, Wilfried? Alors je ne voulais pas redire mon fils, hein, mais quand même, c'est mon fils. Dans mon équipe. Mon équipe. Diplôme ou expérience? Diplôme. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France? L'envie, je dirais. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Oh, encore une fois, c'est bien s'occuper de nos professeurs et de nos chercheurs et leur laisser une latitude, beaucoup de liberté, redonner de la liberté à nos enseignants. Une idée fausse que les gens ont sur les cours particuliers en ligne? Ou Que les c'est cours cher. particuliers, ouais. Que c'est pas pour tout le monde. On a tout type de tarifs. On a un éventail des tarifs qui est exceptionnel. Donc vraiment, il y en a pour toutes les bourses. Et c'est extrêmement rentable. On va dire rentable au sens où ça transforme votre vie, ça transforme votre cursus scolaire, ça transforme votre vie. Donc c'est un super très retour bon sur investissement. Ouais, Très c'est ça. bon investissement. Votre vision de l'éducation dans 20 ans, ça ressemblera à quoi en France? Écoutez, Est-ce que vous êtes optimiste? bah, bien sûr. Oui, bien sûr, je suis très optimiste. Alors moi, je dirais c'est un bon professeur et une bonne intelligence artificielle, les deux en même temps. Qui travaillent ensemble sans se Ouais, remplacer. bien sûr. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré? Alors, il y en a plein, mais je vous en dire qu'un. Je dirais le livre de Phil Knight, L'Art de la Victoire, Yes. qui est Le fondateur de Nike. Qui est incroyable, alors qui raconte toutes ces anecdotes, et moi j'adore la fin, l'épilogue. Bon, je vais pas spoiler, mais en gros, ça raconte l'histoire que les moments les plus heureux, c'est pas quand il est milliardaire, qu'il est au CAC 40 avec Bill Gates et je sais plus comment il s'appelle, bref, Warren Buffett. C'est quand il était en galère avec la banque qui lui disait de payer ses fournisseurs, qu'il avait pas ses chaussures, qu'il devait les livrer avec ses potes, qu'il prenait une bagnole en pleine nuit. Tous ces moments tout le parcours en fait. Ouais. C'est ça que ça raconte, je trouve, qui est le plus intéressant. C'est vrai que j'oublie pas que effectivement je suis impatient, mais le jour où je serai arrivé à mon Graal, donc faut enjoy le chemin. Enjoy le chemin. Une compétence que tout le monde devrait apprendre? Apprendre à apprendre. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Je dirais d'être heureux, d'être enthousiaste, de voir la vie du bon côté, de l'optimisme. La vie est belle, franchement, c'est incroyable. Ouais. On a probablement le plus beau pays du monde, on l'oublie. D'ailleurs, moi, vous savez que je le vois à travers les yeux de tous mes collaborateurs étrangers qui viennent et qui se disent « mais quel beau pays, la France, c'est incroyable ». Nous, on est là, on a tout eu, nous, c'est normal. C'est vrai, on n'a connu que ça. Mais quand on vient d'Argentine, d'Ukraine, de Chili, du Pérou, du Mexique, c'est des pays quand même plus complexes, avec une instabilité, plein de choses qui se font, des kidnappings, des choses comme ça. Et puis, peu d'histoire. Nous, on a une histoire incroyable, on a une culture, on a un savoir-vivre, on a un lifestyle, je sais pas, on est quand même les rois du champagne, du vin, à consommer avec modération, bien sûr. Non, puis du parfum. Enfin, on a quand même des choses assez chouettes, assez riches. Ouais. Vrai. Donc voilà. Donc l'enthousiasme, c'est ce qui manque un peu partout. D'ailleurs, même dans le gouvernement, pour rebondir un peu, voilà, je trouve que ça, il y a un truc qu'on pourrait prendre aux Américains, c'est vraiment l'art du spectacle, le fait de galvaniser, de faire rêver, en fait, faire rêver. Voilà. C'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, il y a un spectacle, mais je suis pas sûre que ça fasse rêver. Les jeunes, les jeunes, non, c'est clair. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Si vous deviez passer, ce sera ma dernière question, Wilfried, le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne dans l'éducation, l'enseignement supérieur, ou parler des sujets qu'on a évoqués ensemble aujourd'hui, à qui vous pourriez penser? Dans l'éducation aujourd'hui,
C'est une bonne question. Ou du moins quelqu'un qui a un point de vue, il est peut-être pas aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, mais qui par son parcours ou par ce qu'il a pu vivre, aurait un point de vue intéressant sur le sujet. Eh bien, écoutez, Philippine, c'est une colle, je n'en ai pas la moindre idée. Non, mais là, c'est... C'est pas facile, hein. Non, j'avoue. Non, Et parce que... pourtant, c'est vrai que c'est un sujet universel et qui nous concerne tous. On a tous été élèves, ou on a des enfants qui sont élèves, ou on est tous... Voilà, on a rencontré chacun des profs qui ont changé notre vie. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Et malgré tout, c'est toujours une question difficile pour nos invités. Ben non, mais alors moi, je travaille avec peu de gens autour de l'éducation. Alors vraiment, j'aurais envie de vous dire, mes 31 millions de professeurs seraient des gens fabuleux à interviewer, mais ça va prendre du temps. Un par un, on va y aller. Mais écoutez, je vais réfléchir. Philippine. C'est une très bonne question, merci beaucoup. Je vous en prie. On vous laisse y réfléchir. En tout cas, moi, c'était un immense plaisir de vous recevoir C'était trop sympa. aujourd'hui. Merci Bravo beaucoup. pour tout ce que vous À avez fait. bientôt. Et on se retrouve très vite dans 1 sur 20.